Et lui, c'est qui? Le duc de Luxembourg. Ah. Et lui, là? Le comte de Chigny. Ok, mais on est bien d'accord que là, il se tape dessus pour le plaisir, hein? Ah oui, pour l'amour du geste, on va dire. Mais ils étaient pas en guerre l'année dernière. Oui, bon, hein, c'est bon, on peut pas tout le temps faire la guerre, hein. Et puis regarde l'ambiance, la foule, c'est sympa, non? Ouais, ok, mais là, c'est un peu délirant quand même. Oui, bah écoute, moi je préfère les voir comme ça plutôt que de vraiment faire la guerre. Parce que là au moins, c'est courtois, on pille rien, on crame rien, et moi je peux garder mes bœufs. Ouais, t'as pas tort. Aujourd'hui, 6e épisode de notre série de 8 sur la chevalerie, et on va faire un petit pas de côté vis-à-vis du pur militaire. La chevalerie, c'est aussi tout un imaginaire, une littérature, et cela s'exprime particulièrement dans les tournois, des événements particulièrement connus et inconnus du Moyen-Âge. Et comme ces tournois forment une certaine mise en scène de la compétence guerrière et de la guerre des chevaliers, on va s'y intéresser explicitement. Aussi, je vous propose dans cet épisode de jeter un œil sur ces tournois, et plus globalement sur l'idéologie chevaleresque développée autour. Et rien de tel pour cela que de prendre un cas pratique, le tournoi de Chauvency, qui s'est tenu durant 4 jours en octobre 1285. Enfin, qui s'est tenu, c'est là que c'est intéressant, on ne connaît le déroulement de ce tournoi que grâce à un poème composé par Jacques Bretel, mais on va y revenir. Commençons par nous donner une idée du déroulement de ce tournoi ainsi que de son cadre. Nous sommes en septembre 1285 et, sans aucun rapport avec un Philippe III qui connaît les plus grandes difficultés dans la croisade d'Aragon et commence à se retirer, le comte de Chigny de la maison de Luce désire organiser un tournoi à Chauvency, non loin de Montmédy. La zone forme un espace frontière entre un royaume de France relativement tenu par un roi en guerre et un Saint-Empire romain germanique sortant à peine du grand interrègne, c'est-à-dire que le Saint-Empereur est alors loin de faire l'unanimité. Il vaut donc mieux parler ici d'un espace sous influence du comté de Luxembourg, du duché de Lorraine et du royaume de France. Techniquement, le comte de Chigny relève véritablement du Saint-Empire, mais il faut bien comprendre qu'il est dans une zone qui représente un espace frontalier relativement laxe. Ça a son importance puisqu'à l'époque, les tournois s'organisent beaucoup dans ces espaces frontaliers difficiles à contrôler. Cela explique aussi la grande diversité des participants du tournoi de Chauvency qui se profile. Il faut dire que, plusieurs semaines en amont, héros et autres poètes lyriques sont envoyés faire la publicité de l'événement et attirer du monde. La position frontalière du comté permet au tournoi de rassembler des Flamands, des Champenois, des Lorrains, des Bourguignons, des Luxembourgeois, des Énuyers, des Brabançons, des Rhénans et des Esbignons. L'événement a donc une portée qui va au-delà des frontières du comté ou même de celle des langues. On ne peut pas vraiment dire que c'est un événement international puisque vous le voyez ici, la notion de nation n'est pas vraiment adaptée. Elle a même un autre sens à l'époque, je ne développe pas. Je souligne parce que ça nous permet de voir une chevalerie dont les réseaux de sociabilité, familiaux et commerciaux leur permet de voir au-delà de leur seule propriété foncière. Les Bourguignons, par exemple, ne sont pas là du fait de leur proximité géographique, mais du fait de leur proximité avec la famille de Lorraine, ce qui fait qu'ils sont au courant et qu'ils ont intérêt à participer. Et dans ce melting pot chevaleresque, les langues sont assez variées, avec 2 familles principales, une langue française d'Oil et une germanique. Et c'est clairement la langue d'Oil qui s'impose. On retrouve ici l'influence culturelle des trouvères. Les trouvères étant l'équivalent des troubadours, mais pour la langue d'Oil. Et oui, les troubadours, c'est au sud, en Languedoc. Merci de rendre à la Picardie son époque culturelle fastueuse et dite trouvère maintenant. Bref, ne dérivons pas et revenons à notre tournoi en devenir. Sur les près de 500 chevaliers que Jacques Bretet dit avoir participé au tournoi, on compte parmi les plus notables le duc de Lorraine, le comte de Flandre, le comte du Luxembourg, le comte de Chigny, le comte de Bar, le comte de Hainaut et le comte de Hollande, le tout accompagné de leurs familles, de nombreux autres seigneurs et chevaliers. Bref, il y a du beau monde et parfois qui viennent d'assez loin.
Alors évidemment, tout cela débarque selon les différentes sphères d'influence, clans et familles. Les Luxembourg, les Bar, les Apremont, les Louz, les Chiny et j'en passe. Il y a également une certaine conscience entre les chevaliers d'à quel groupe ils appartiennent ou se réclament. Le tout avec les liens vassaliques qui dessinent parfois des croisements. Bref, parlons du tournoi. Tout ce petit monde se rassemble ainsi en deux groupes, une partie à Chauvency et une autre à Montmédy. Ce qu'on sait grâce au poème, c'est qu'il prend place durant 4 jours, du lundi 1er octobre au jeudi 4. Même si dimanche au soir, c'est déjà bien la bringue. Parce que oui, un tournoi, ça attire du monde et c'est une occasion festive. On y mange, on y boit, on y danse, on y chante et on s'y drague à balles. Et globalement, l'histoire du tournoi de Chauvency, c'est l'histoire d'une montée en puissance. Les 2 premiers jours, ce sont donc des joutes qui ont lieu, des duels à la lance entre chevaliers. Le but étant de désarçonner son adversaire et de briser sa lance. Il pouvait y avoir plusieurs charges au sein d'un même duel. Dans le poème, on a ainsi une joute où on compte 28 charges et 16 lances cassées par un seul chevalier. C'est présenté comme une performance extraordinaire, mais vous voyez l'idée. Alors évidemment, je ne vais pas vous décrire lundi et mardi comme ça, hein. C'est un enchaînement de joutes. Dans le poème, on en a 7 de décrites pour le lundi et 10 pour le mardi. Mais ce ne sont que celles déclarées notables par Jacques Bretel. Il devait y en avoir plusieurs dizaines, voire au niveau de la centaine chaque jour. Mais avant de passer à la suite, faisons un petit effort d'imagination. Le premier jour, les joutes ont lieu au pied du château de Chauvency. Le public, avec une composante féminine non négligeable, se positionne ainsi sur les murailles et le donjon pour pouvoir regarder. Nous ne sommes pas au tournoi des 15e ou 16e siècles. Ici, nul terrain de joute bien défini. Les chevaliers sont dans la plaine et enchaînent les charges. Déjà au matin, les futurs participants avaient défilé. Et puis pendant la journée, ils se préparent, ils restent à pied ou alors ils se retirent. Ça bouge beaucoup. Les joutes sont engagées un peu à l'improviste. 2 chevaliers sortent du rang et s'engagent. Impossible à reconnaître en armure, le XIIIe siècle est aussi celui du développement de l'héraldique, la science des blasons particulièrement chère aux héros. Ces derniers servent ainsi de commentateurs pour le public. Quand un chevalier s'avance, il crie son cri d'armes pour le présenter. Il commente ensuite les joutes et les jouteurs, chantant les louanges des actions et s'opposant entre héros pour créer des camps et de la tension. Ce n'est donc pas dans le silence des armes, mais dans le fracas des cris festifs et descriptifs des héros ou du public que les chevaliers joutent. Ils enchaînent des charges, brisent des lances, parfois se blessent, et certains combats peuvent dégénérer en empoignades, surtout quand les chevaliers ont maille à partir dans la vraie vie. Les joutes prennent place ainsi les unes après les autres jusqu'à ce que le soleil décline. Il est alors temps de dresser les tables, d'engager la musique et les danses, et de faire des jeux d'adresse, de cartes ou de séduction. Je vous décris évidemment ici un entre-soi aristocratique. C'est de la bonne société qui s'est rassemblée. Bien sûr, rien n'empêche que des foires s'installent à côté pour profiter de l'occasion, mais quand je vous parle de séduction, je vous parle aussi de stratégie matrimoniale. Les femmes nobles ont ainsi, au sein des tournois, un rôle loin d'être négligeable, commentant, louant, s'attachant les actions des différents chevaliers. Elles distribuent des bons points et des prix, jugent de la bonne tenue des valeurs chevaleresques et invitent à chanter, à danser. En bref, elles participent également à une performance festive et culturelle, dont le but est aussi de bien se montrer et de se positionner au milieu des jeux d'alliance, des stratégies matrimoniales, des histoires d'amitié, de mariage et de liens vassaliques. Voici donc le tableau pour lundi et mardi. Mercredi, c'est repos et on en profite pour parler du fond, organiser un tournoi. Le tournoi, contrairement aux joutes, c'est collectif, de véritables mini-batailles de chevaliers dans des espaces assez larges. La journée sert donc à organiser les deux camps, à se mettre d'accord. Et là encore, en jouant le rôle de messager et d'intercesseur, les héros sont essentiels dans l'organisation. De fait, l'excitation monte à balle, car les tournois sont considérés comme plus excitants que les joutes par les chevaliers à l'époque. D'ailleurs, on remarquera que durant les 2 premiers jours, ce sont surtout les jeunes chevaliers, les bacheliers qui se sont montrés. Les chevaliers plus expérimentés se réservant généralement pour les tournois. On divise donc les chevaliers en 2 camps. D'un côté, on a ceux du dedans, plutôt défenseurs, qui rassemblent les chevaliers à Chauvency sous le commandement du comte de Chiny. Il rassemble autour de lui les Champenois, les Bourguignons et les Lorrains, plutôt francophones donc. De l'autre, on a ceux du dehors, stationnés à Montmédy sous le commandement du comte de Luxembourg. Il compte les Énuyers, les Brabançons, les Rhénans, les Esbignons et les Flamands, plutôt germanophones. Une fois qu'on a bien fixé les camps, chacun peut s'en retourner à son campement et la fête peut reprendre jusque tard dans la nuit.
Et jeudi, c'est jour de tournoi. Au matin, ça s'affaire. Les chevaliers préparent matériel et chevaux, le public se chauffe et on dit une petite messe jusqu'à midi. Mais bon, la journée avance donc on s'y met, au moins du côté de Chauvency. C'est une troupe hétéroclite qui s'éloigne de Chauvency. Au son de multiples instruments, les chevaliers et écuyers sortent selon leurs bannières et plusieurs bannières sont rassemblées en route. 2 routes sont en tête des troupes de Chauvency, celle de Loïs de Looz et celle de Maucervelle. Mais devant, c'est la comtesse de Luxembourg et sa sœur qui ouvrent la marche. Vient derrière la route de Geoffroy d'Aix, puis celle de Bérard de Luz. Mais le tout est accompagné de nombreux non-combattants, des femmes, des héros et ménestrels ou de simples témoins associés à la fête. Les 4 routes s'installent dans une vallée entre Montmédy et Chauvency, préparées à l'avance avec des loges installées, tandis que les chevaliers de Montmédy se présentent sur une colline en face. Alors oui, les chevaliers et les noms d'unité, c'est la fiesta. Quand vous suivez une bannière, vous appartenez à une bannière. Classique. Quand vous faites une bataille, vous rassemblez vos bannières en bataille. Et pourquoi pas appeler une grande unité qui gère un front? N'importe quoi. Et quand vous prenez la route ensemble, vous formez une route. Déroutant, non? Bref, encore une fois, il faut faire preuve d'imagination et se figurer tous ces chevaliers en armes comme pour une bataille, mais accompagnés de toute cette troupe festive. Il y a de la musique, des chants et sûrement un bon boxon qui gravite autour des routes de chevaliers qui, eux, se préparent à livrer une presque bataille. Les 2 camps se font ainsi face dans un espace assez large et les seigneurs se montrent ainsi à la tête de leur bannière ou de leur route. Ça se provoque, ça blague, tandis que les héros restent à proximité pour continuer à identifier les différents chevaliers. Mais le temps passe et l'après-midi est déjà bien engagé. Les limbourgeois se lancent d'un coup vers leurs adversaires et tandis que les non-combattants se dispersent pour prendre place dans une zone sûre, la route de Maucervelle répond au défi. Ce faisant, elle s'isole car les Brabançons et les Énuyers ont suivi en face. Elle finit par être secourue par des renforts qui séparent les routes et rompent le combat. En parallèle, la route de Geoffroy d'Aix, accompagnée de Geoffroy d'Apremont, est aux prises avec les Flamands dans une mêlée très disputée. Bon, je vous cache pas que le poème n'est pas un monument d'analyse tactique, mais c'est pas comme si les chevaliers faisaient dans la dentelle non plus. Globalement, le but est de casser la formation adverse, d'isoler des chevaliers pour plus facilement les capturer en les mettant au sol ou en les amenant dans son camp. Et de ce que le poème décrit, il semblerait qu'aucun des 2 camps n'arrive vraiment à faire exploser le dispositif adverse. Ce qui donne des combats assez lourds et engagés, mais qui globalement ne se composent que de va-et-vient avec quelques échanges de coups. De toute manière, physiquement, c'est pas possible de tenir beaucoup plus longtemps. Le comte de Luxembourg s'élance avec sa route contre celle de Bérard de Luz, où un chevalier, Renaud de Trie, semble se distinguer particulièrement aux yeux du public et des héros. Il est même provoqué en duel par le comte de Luxembourg, qui se solde par une égalité, les 2 s'étant rendus coup pour coup. En parallèle de tous ces combats, il ne faut pas oublier les écuyers qui gravitent autour, tantôt intervenant pour protéger leur seigneur d'une capture imminente, tantôt ramassant le matériel perdu pour les chevaliers pour en faire un butin. Et oui, il n'y a pas que les chevaliers à capturer. Tous les chevaux ou le matos sont bons à prendre pour pouvoir les revendre par la suite. Ça fait partie du jeu, faisant des écuyers des soutiens essentiels des chevaliers. Et bien sûr, le terrain étant ouvert, il faut se figurer des combats qui parfois s'éloignent des loges et parfois s'en rapprochent. C'est flottant. À force, les combats deviennent moins lisibles et le tournoi semble s'être séparé en 4 tournois différents. La lumière commençant à décliner, les chevaliers se mettent à combattre en multipliant les cris d'armes pour se reconnaître. On entend ainsi Luz, Chigny, Aix, Apremont, Passavant, Bologne, Blainmont, Limbourg, Hainaut, Montjoie, Arras. Mais on ne peut plus continuer les combats. Les chevaliers se séparent, c'est la fin du tournoi. Tout le monde retourne donc à la fête à Chauvency. Mais il est à noter que dans un tournoi, il y a des gagnants et des perdants. En général, les blessés, les capturés ou ceux qui ont perdu un cheval et qui vont devoir payer une rançon. Si aucun camp ne s'est distingué, on a bien dans le poème une différence qui est faite entre les individus qui y ont gagné, qui vont à la fête assez joyeusement, et ceux qui y ont perdu. Bien plus penaud, monter 2 par 2 sur un rossin, une image moins flamboyante. Derrière, c'est reparti pour la fête, on va aussi dans les chambres des blessés pour jouer avec eux. Et puis on parle d'amour. Beaucoup. Le tournoi, dans le poème, se clôt d'ailleurs sur la formation d'un couple après sa dose de mélodrame. Et voilà pour le tournoi de Chauvency.
dont les conséquences d'un point de vue tendance historique sont tout à fait négligeables. Sûrement 2-3 mariages, quelques blessés, de l'argent gagné, dépensé, perdu, des réseaux de sociabilité renforcés, la vie quoi. Bien sûr, certains se sont fait bien voir, et on en retrouve dans des batailles par la suite, comme à Worringen en 1288 ou à Courtrai en 1302. Dans les deux batailles, ça se passe pas très bien pour eux, mais c'est une autre histoire. Mais enfin, dans l'ensemble, le tournoi de Chevancy ne marque rien de particulier. Il appartient à une galaxie de tournois qui, pris dans leur totalité, est un objet historique qui nous intéresse. Parce qu'ils sont finalement un excellent fil conducteur de la chevalerie, tant dans ce qu'on a déjà présenté jusqu'ici dans la série, que dans ce qu'ils montrent d'une certaine culture particulière, la culture chevaleresque. Alors déjà, parlons des tournois en général. Leur origine est obscure. On a bien un inventeur supposé au XIe siècle, mais c'est maigre. Il y a aussi l'hypothèse selon laquelle les tournois seraient apparus durant les sièges pour occuper et entraîner les troupes assiégeantes. Mais ce qui est certain, c'est que la pratique s'installe au XIIe siècle. Et elle s'installe bien. Selon Guillaume le Maréchal, tournoyeur le plus connu et ayant connu le plus de succès, il y en avait toutes les 2 semaines en France à la fin du XIIe siècle. Cette pratique du tournoi connaît donc un succès énorme, bien qu'elle soit sujette à de nombreuses variations et évolutions. Déjà au départ, c'était vraiment des mini-batailles dans des espaces larges, comprenant des villages, des routes, des vallons, etc. Le jeudi du tournoi de Chevancy, qui a lieu à la fin du XIIIe siècle, est déjà une version simplifiée et densifiée. Il faut comprendre qu'aux origines, les tournois sont une excellente occasion de s'entraîner, de développer ses compétences militaires. Évidemment, la chasse et des entraînements plus spécifiques permettaient déjà d'entretenir la forme physique et l'habileté. Et la quintaine, exercice consistant à toucher avec sa lance le bouclier d'un mannequin, tout en arrivant à esquiver le mouvement que cela donne à ce dernier. C'est un classique. Mais le tournoi, c'est l'étape d'après, une quasi mise en situation militaire où il y a un enjeu fort et où les combats pouvaient ressembler à ce que connaissaient vraiment leurs participants. Ainsi, un tournoi est à la fois un entraînement militaire, un jeu un peu comparable à un sport professionnel dont l'objectif est le gain et la gloire, et aussi une fête. Car ça attire du monde qui apprécie ce qui ressemble à une performance, un spectacle, loin des risques de la guerre. Un tournoi n'est donc pas simplement une mise en scène, c'est une véritable opposition avec des règles censées reproduire des situations militaires. D'ailleurs, au départ, on pouvait aussi avoir des archers, des combattants à pied non chevaliers. Ils seront progressivement écartés. Il y a généralement un camp défenseur et un camp attaquant, avec des tactiques de base. Assaut, charge, embuscade, siège, fuite, sortie. Mais on note aussi des mécanismes de contrôle de la violence. Des zones de neutralité sont mises en place pour le repos. On capture et on libère. On met l'accent sur la camaraderie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de danger, évidemment. Il y avait des blessés et parfois même des morts. Mais ces dernières étaient vécues comme des drames. Et si les tournois ne produisaient pas les pillages de la guerre, les combats avaient la priorité, ce qui faisait qu'on avait pas mal de destruction des récoltes dans la zone. Les objectifs, eux, sont clairement là pour mettre de l'enjeu et valoriser certains comportements. Le but étant de capturer sans être pris, le tournoi est une bonne occasion de montrer sa valeur à la fois individuelle et collective. Individuelle car les prises sont les vôtres et votre capacité à tenir le choc est évidemment appréciée. Et collective car la formation en bannière et en route est une nécessité, à la fois du fait des relations vassaliques et de l'impossibilité de tenir seul face à une troupe bien en place. Je me permets d'insister sur ce point qui, selon moi, permet d'expliquer la coexistence entre le chevalier individualiste et le chevalier en formation. Les deux figures sont bien là dans le tournoi. L'héraldique, ainsi que la nécessité d'être reconnu pour pouvoir être loué, nous montrent bien cette valeur chevaleresque de la recherche de la prouesse. Mais le fonctionnement en groupe, souvent d'ailleurs dessiné par des identités vassaliques ou régionales, montre que les chevaliers savaient que leur force en bataille avait besoin du collectif. Ainsi, tant que les tournois restent des entraînements qui conservent une certaine proximité avec les enjeux de la guerre réelle entre chevaliers, la formation collective est essentielle. Ce que les joutes, pour le coup, font progressivement disparaître. Car oui, les tournois ne sont pas les seuls jeux ou spectacles des chevaliers, et l'évolution de ces derniers nous renseigne sur la mise en place progressive d'un fantasme chevaleresque. Ainsi, les joutes s'imposent progressivement sur les tournois qui disparaissent durant le XIVe siècle. De fait, la joute est plus simple à mettre en place pour le public, et elle permet de mettre en avant des individus dans une société où la chevalerie est accaparée par la noblesse. Si au départ les joutes précédaient les tournois pour permettre aux jeunes de se montrer,
et que les tournois étaient un peu l'occasion pour les chevaliers expérimentés d'apprendre la vie aux plus jeunes, comme c'était d'ailleurs le cas à Chauvency, ce sont bien les joutes qui finissent par s'imposer, et on pourrait même pousser en remarquant que plus on avance dans le temps, plus ces rassemblements festifs de chevaliers s'éloignent des réalités militaires. On va essayer de s'en faire une idée avec la diversité des jeux chevaleresques. En fait, aujourd'hui, tournoi, ça rassemble un peu tout, dont la joute, mais à l'époque, c'était bien la mini-bataille que je vous ai décrite. Mais on a aussi par exemple le béor, une forme de parade en formation serrée où les chevaliers démontraient plutôt leurs compétences en équitation. Mais où parfois on faisait se foncer dessus de formations en béor armés de boucliers pour se taper dessus. Et bien sûr, on peut également soulever les nombreuses variations régionales ou en fonction de la nature des chevaliers. Le Mazzascudo, combat à la masse et au bouclier à Pise, la bataille à des Sassi, bataille de jet de pierre à Pérouse, le jeu de la matière en Bretagne. Mais avec les joutes, ce sont plutôt les mises en scène romanesques ou les duels individuels qui prennent le dessus. On a ainsi le pas d'armes qui se développe et qui s'impose aux côtés d'autres jeux comme celui de la table ronde. Mais pour les comprendre, on doit discuter un instant de l'influence de la littérature sur la chevalerie, ou pour le dire autrement, de la culture courtoise. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, le sujet est immense et on va pouvoir en faire qu'un survol, mais on peut pas non plus en faire l'économie. Avec les troubadours et les trouvères, avec les ménestrels et les héros, les chevaliers baignent dans une culture artistique faite de poèmes, de chansons et de romans. Comme c'est aussi beaucoup avec les tournois qu'ils agglomèrent du monde et qu'au fond ce sont beaucoup les seigneurs qui leur permettent de vivre, c'est pas non plus tout à fait déconnant qu'ils fassent des développements sur la chevalerie. Ou plutôt sur ce qu'elle doit être, sur ses vertus, sur ses valeurs, sur ses origines fantasmées aussi. C'est ainsi que les tournois entretiennent des messages sur ce que doit être la guerre ou les qualités martiales, poussant les chevaliers à se conformer à des modèles et les amenant à avoir une certaine vision de la guerre. Ils ne sont ainsi pas seulement jugés sur leurs compétences en équitation ou en maniement de la lance. Ils sont aussi jugés sur leur manière de se comporter auprès des dames, par leur largesse en montrant qu'ils ne s'attachent pas à l'argent, ou par leur capacité à associer leur gloire acquise par les armes à leur seigneur ou à leur amour. En bref, les troubadours et les trouvères dessinent progressivement les contours de l'amour courtois. Un fin amour qui donne une véritable place aux sentiments des chevaliers. Une passion réelle mais contrôlée qui ne l'amène pas à outrepasser le respect dû à une dame. Et n'allez pas croire que les femmes ne sont pas des actrices de cet amour courtois. Tenez, on va essayer de faire une petite capsule sur les femmes et la chevalerie, il y a un sujet. Ainsi, les tournois sont une occasion de mettre en avant, de valoriser cette courtoisie, qualité qu'on attend de plus en plus de la chevalerie. Et elle est associée à des mythes développés dans la littérature courtoise de l'époque, avec les chansons de geste, les romans, les contes, les poèmes. Le pas d'armes et la table ronde, ça s'inscrit là-dedans. En fait, ce sont des mises en scène, des oppositions cadrées par des scénarios bien situés dans la littérature courtoise. Et ces scénarios, vous les connaissez, parce que ces histoires racontées dans cette littérature sont encore très présentes dans notre imaginaire. Les chevaliers de la table ronde avec le roi Arthur et la recherche du Graal, Roland qui arrête les Sarrasins à la poursuite de Charlemagne, etc. Et aussi tous les trucs aujourd'hui dans notre mémoire sur les chevaliers. Genre le défenseur de la veuve et de l'orphelin, le chevalier errant, leur désintéressement ou leur grande foi chrétienne. Ben tout ça, ça vient beaucoup plus de ces histoires qui se racontaient sur eux-mêmes plutôt que de leurs véritables actions historiques, qui, comme on l'a vu, sont loin de cette image d'Épinal. Bon, et évidemment, il y a aussi un paquet d'histoires de cette littérature courtoise qui ont été oubliées. Ça puise dans des tas d'épisodes légendaires ou semi-légendaires, et ça projette énormément le contexte contemporain aux œuvres sur ces épisodes. La littérature courtoise a été un genre particulièrement prolifique. Bon, par contre, il faut le dire, les formes canoniques de ce genre ne sont plus trop dans nos canons aujourd'hui. Parce que le tournoi de Chauvency, là, c'est un poème de 4500 vers, et au-delà de la difficulté de la langue, on peut assez facilement voir que c'est pas notre style. Bref, tout ça pour dire que l'imaginaire littéraire contemporain aux chevaliers influence ces derniers jusque dans leurs exercices spectacles. Ainsi, le pas d'armes consiste à tenir un passage étroit. À l'image du chevalier arthurien Yvain ou de Roland, un chevalier fait vœu d'empêcher quiconque de passer. Et la mise en scène justifie ensuite un ensemble de duels où le chevalier essaie effectivement de protéger son pont, son défilé, etc. Pour la table ronde, c'est encore plus poussé puisqu'il s'agit de mimer, de reproduire les actions des chevaliers de la table ronde. Les chevaliers jouent ainsi des scènes amenant à justifier les différentes joutes qui ont lieu, comme autant de péripéties arrivant à leur personnage.
Et il est à noter à nouveau que les femmes y ont un rôle à jouer. Littéralement, puisqu'elles incarnent aussi des personnages et donnent les armes aux différents participants. Elles participent à la mise en scène. Ce mouvement se confirme au cours des siècles. Alors qu'un code de la chevalerie se stabilise et est même couché par écrit, notamment par des livres comme le Libre del Ordre de Cavalleria de Loulet en la fin du XIIIe siècle et le Livre de chevalerie de Charny en 1350. Les tournois se théâtralisent de plus en plus. Et pas seulement par la table ronde, on a d'autres mises en scène comme par exemple le chevalier à la charrette. On a aussi des espèces de reconstitutions historiques qui glorifient la chevalerie comme si celle-ci avait existé aux époques reconstituées. Typiquement, pour eux, Roland et Charlemagne, c'est des chevaliers. Je vous renvoie à la vidéo sur le futur passé pour comprendre ce genre de rapport à l'histoire. Vous voyez donc comment la littérature infuse dans la culture chevaleresque et en influence les pratiques et les valeurs. Mais cette culture chevaleresque nourrit en retour la littérature. Regardez le tournoi de Chauvency. On ne le connaît pas grâce à une chronique ou à un texte administratif descriptif. Non, on le connaît grâce à un poème, et c'est loin d'être le seul tournoi dans ce cas. Jusqu'à un point où le tournoi peut devenir le cadre d'une histoire inventée, comme avec le tournoi de l'Antéchrist de Huon de Méry. Ce qui nous permet de nous appuyer sur le texte de Jacques Bretel, c'est qu'il est cohérent globalement. Il a à la fois un aspect témoignage, mais aussi un aspect laudatif pour certains seigneurs et chevaliers, qui étaient certainement ses protecteurs. Ça n'empêche pas de faire des erreurs en faisant venir 2-3 chevaliers déjà morts, mais globalement ça tient la route. Tout ça pour dire que la chevalerie a été un phénomène qui a nourri et été nourri par tout un imaginaire littéraire, et que cela a eu un effet matériel. Les tournois en sont l'expression la plus visible, et deviennent ainsi des nœuds de la stabilisation des valeurs chevaleresques dans leur complexité et leur rapport à leur activité, la guerre. Ça a une influence sur leur pratique, mais ça participe aussi à les séparer de la pratique réelle. Comme tout discours appliqué à la guerre, on trouve des fantasmes, comme la baïonnette et la furia francese. On a déjà vu ce genre de dérive. Surtout qu'ils restent entre eux, de plus en plus. Et le tournoi, contrairement à la guerre, on peut lui imposer des règles pour qu'il ressemble un peu plus à ce qu'on a en tête. Les compétences ainsi mises en avant dans les tournois sont donc de plus en plus en décalage avec la réalité et les besoins tactiques. Ce qui fait que si les grands tournoyeurs du XIIIe siècle furent aussi de grands militaires, c'est beaucoup moins le cas par la suite. Surtout que la guerre évolue, mais ça c'est une autre affaire. Alors attention, n'imaginez pas non plus que les tournois sont l'Éden des chevaliers. Déjà, les tournois font des blessés, et même parfois des morts. Et il arrive de nombreuses fois qu'ils servent à régler des disputes bien réelles. Ah pardon, c'était mon arme affûtée, quelle gourde je fais quand même. Ça va ton œil ? Tout ça pour dire que le tournoi reste, avec la littérature, l'espace de définition et de glorification des valeurs de la guerre chevaleresque. Mais il s'éloigne en même temps de son principe initial de reproduction de conditions militaires. Ça n'est plus un entraînement, c'est un spectacle. Toujours est-il que, grâce à ces tournois, on peut voir comment les valeurs chevaleresques s'articulent entre elles, et comment elles s'arrangent avec les contradictions imposées par le réel. Oui, les prouesses et coups d'éclat sont glorifiés. Oui, la capture et l'enrichissement qui va avec est recherché. Mais vous voyez bien qu'avec les valeurs courtoises, ces actions martiales ne prennent vraiment de l'épaisseur qu'associées à d'autres actions, plus symboliques, politiques ou sentimentales. La prouesse doit avoir un objet, comme la loyauté envers son seigneur, la foi ou un amour envers une dame. L'enrichissement doit venir avec des largesses, envers ses amis ou ses vassaux. Tout cela contribuant à renforcer les liens entre chevaliers, les relations vassaliques, l'interconnaissance, la famille, mais aussi à les séparer du reste de la population. Ce qui finalement va de pair avec la structuration de la noblesse, ça explique la dynamique. Les tournois sont l'expression pour les chevaliers d'une société des pairs, d'égaux en compétition appartenant à un certain ordre. Il est donc normal que ce soit dans ces tournois que l'on assiste à la mise en place d'un code de guerre courtois. Épargnant les vacus avec une application dans les faits d'un idéal aux limites claires, mais qui du coup ne concerne pas les non-chrétiens ou les non-chevaliers. Ce qui fait que quand la guerre brise cet entre-soi, l'idéal en prend un sacré coup. Soit parce que les chevaliers montrent alors un visage beaucoup moins courtois, soit parce que cet idéal les rend particulièrement inadaptés aux défis tactiques ou opérationnels auxquels ils sont confrontés. Ce que nous explorerons dans les 2 derniers épisodes de la série. Bon, ok, on a un peu compris la chose. Les tournois ont d'abord une utilité militaire d'entraînement, puis ils prennent une dimension sociale et culturelle. Classique, on y développe donc une certaine vision de la guerre entre chevaliers courtois, comme on pourrait dire aujourd'hui entre gentlemen. On pourrait aussi développer la dimension économique des tournois.
Parce qu'après tout, les chevaliers vivent aussi par la guerre, et en temps de paix, pour ceux qui n'avaient pas de terre, ça pouvait être compliqué. Le tournoi joue ainsi un certain rôle dans la circulation des richesses au sein de la chevalerie. Par les rançons, mais aussi par les largesses des plus puissants seigneurs, qui multiplient les dons et les guerdons. Et je ne vous parle même pas des foires que les tournois attirent, créant de véritables pôles commerciaux temporaires. Ça joue encore une fois sur le pourquoi de l'influence de la chevalerie. Elle est extrêmement visible par ces événements, y compris par les non-nobles. Et à tout cela, on pourrait rajouter que le tournoi sont un outil politique qui permet à la noblesse de s'imposer comme une actrice autonome dans la société médiévale. Après tout, l'Église a franchement condamné les tournois, plusieurs royaumes ont tenté de les interdire et pourtant ils se sont bien imposés. Les chevaliers démontrent ainsi à cette époque qu'ils sont bien là et autonomes. On ne fait pas sans eux, donc on ne fait pas sans leur culture. Vous voyez le système que ça dessine, tout ça? Finalement, la chevalerie, en jouant à la guerre, en mettant en scène son entraînement, a obtenu une superbe tribune et a pu développer une culture propre. À tel point d'ailleurs que ces entraînements sont devenus des spectacles appréciés, jusqu'à perdre leur valeur militaire. Évidemment, cela a pris du temps, mais il y a bien une filiation des tournois du XIIe siècle à Chauvency et de Chauvency au tournoi qui tuera Henri II en 1559. D'ailleurs, notez bien que cette pratique, en se diffusant au sein de la chevalerie, participe à uniformiser le genre littéraire qu'est le roman courtois et les valeurs chevaleresques en elles-mêmes. À l'échelle de l'Europe, on retrouve le jeu de la table ronde. Et n'allez pas imaginer que les tournois n'avaient lieu qu'à la campagne. Les autorités citadines, marquées par la chevalerie urbaine, en organisent également, et c'est populaire. Les tournois s'associent aussi à d'autres événements. Des mariages, des jubilés, des saints, des célébrations de victoire, j'en passe. Bon, évidemment, ce ne sont pas non plus les seuls moments où s'exprime ou se construit la culture chevaleresque. Mais bon, c'était quand même une sacrée occasion pour nous de montrer comment la guerre et une force militaire pouvaient marquer la société sans qu'il y ait de guerre en soi. C'est un classique qu'on ne pense pas très souvent, mais là, c'est vraiment structurant pour la chevalerie, et ça nous permet de comprendre pourquoi elle nous a tant marqués et avec un tel imaginaire. C'est parce qu'elle a développé cet imaginaire à propos d'elle-même, et que ceux qui en ont hérité l'ont fait vivre et évoluer jusqu'à nous. Faisant qu'un chevalier n'est plus seulement un guerrier d'élite, mais aussi un honneur à porter. Comme ensuite les chevaliers vont perdre leur fonction militaire, leur imaginaire laissera la marque honorifique. J'espère que vous voyez mieux les 3 étapes que je vous avais présentées au premier épisode et que les tournois permettent de souligner. De fonction militaire, la chevalerie est devenue un statut social et elle a développé une idéologie autour d'elle-même, une façon de se regarder et de se présenter. Loin des réalités des guerres qu'elle menait encore tout à fait au XIIe et XIIIe siècle, elle est à la fois devenue un marqueur social caractéristique, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, et un fait idéologique, composé de valeurs, de comportements, de mises en scène. Chauvency, en cela, est un super pivot. Ce n'est plus vraiment un tournoi comme au XIIe siècle où la mêlée avait une énorme fonction d'entraînement, même s'il en garde clairement la trace par la journée de jeudi qui est d'ailleurs valorisée. Mais ce n'est pas encore non plus un tournoi tel qu'on les connaît et imagine mieux au XIVe ou XVe siècle. Fait de joutes et de théâtralisation et plus contrôlé par le pouvoir, mais bien plus éloigné des enjeux de la guerre réelle. En fait, regarder les tournois nous permet de regarder la chevalerie en ce qu'elle a de très mouvant. Au début, fonction militaire donc entraînement, ensuite statut social donc exclusivité et valorisation, enfin idéologie donc théâtralité et décalage avec le réel évoqué. Bien sûr, ce glissement est continu, on n'a pas tout l'un puis tout l'autre. Ainsi, pour Chauvency, on voit s'exprimer une chevalerie qui a encore une fonction militaire claire, ainsi qu'un statut social voire une classe sociale assumée. On est déjà bien avancé dans la mise en place de la noblesse et ça se retrouve dans l'héraldique ou la valorisation des seigneurs. Mais on a aussi l'expression de la mise en scène, ne serait-ce que par le poème écrit l'année du tournoi. Et puis on y voit la chevalerie telle qu'elle se désire elle-même. Et je pense qu'avec ça, on a fait un sacré tour. J'espère avec cet exemple vous avoir convaincu de ce que les tournois nous disent sur les chevaliers. C'était un épisode assez imaginaire, mais en même temps, c'était le principe. Penser la guerre, c'est pas seulement chercher à bien la faire, c'est aussi y projeter des idées, voire des idéaux. Et dans notre série, il va être temps de commencer un peu à refermer les boîtes qu'on a ouvertes. Parce qu'au fond, c'est bon, on a compris la bestiole qu'est la chevalerie. Ses origines, les formes de ses guerres, sa diversité, ses relations avec l'Église ou la royauté, son imaginaire et ses fantasmes. Mais il reste que la chevalerie, c'est aussi un modèle qui a fonctionné. Genre, très bien fonctionné. Elle s'est étendue et s'est confrontée à d'autres modèles.
Il serait donc temps pour nous de comprendre les ressorts de son succès, et d'en profiter pour voir comment la chevalerie se comporte face à l'absence de chevalerie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée. Je